13h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces journaux de la mi-journée sur Mandico Télévision. La campagne électorale pour le candidat du bureau définitif du Sénat, initialement prévue pour ce vendredi 9 août 2024, est reportée à une date ultérieure. Par conséquent, l'élection prévue pour ce samedi l'est aussi. Ces nouveaux reports est dû aux problèmes sécuritaires et techniques. C'est ce qu'a annoncé le deuxième secrétaire du bureau d'âge à travers un communiqué rendu public ce vendredi. Rantaluyela. Initialement prévue pour ce vendredi 9 août 2024, la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'indique le premier secrétaire du bureau provisoire dans un communiqué publié ce vendredi 9 août dans la matinée. D'après les sénateurs Ivan Kazadi, ces reports de trop est dû aux problèmes techniques et sécuritaires. Cette annonce 2 jours après les incidents survenus au Palais du Peuple lors du dépôt de la candidature de Idrissa Mangala, candidat aligné par l'UDPS Tshisekedi à la présidence du Sénat. 2 camps de militants de l'UDPS se sont affrontés, causant d'énormes dégâts matériels. Consécutivement à de problèmes d'ordre sécuritaire et logistique, la séance plénière de ce vendredi 9 août 2024, consacrée à l'audition de messages de campagne des candidats aux différents postes du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure, dit le communiqué du Sénat, tout en rassurant qu'un nouveau calendrier réaménagé sera bientôt publié. Selon la liste définitive publiée par le bureau d'âge du Sénat, sur les 20 candidatures reçues, une seule a été rejetée au poste des questeurs. C'est la candidature de la sénatrice Mouleka Bajikila Florence du regroupement politique Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés. Celle de Pascal Omana au poste des questeurs adjoints initialement sous réserve a été définitivement confirmée. 19 candidatures retenues au total pour 7 postes du perchoir des 7 chambres de sages. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat. Nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Parlant justice dans ce journal, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, signé en sigle, et chef d'un groupe armé opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa et ses complices ont été condamnés à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombe ce jeudi 8 août 2024 devant le ministre d'État de la Justice. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus à sa charge. Nangaa et ses complices, dont le crime des guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et haute trahison. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a aussi ordonné leur arrestation et la confiscation de leurs biens. Regardez. 2 semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nangaa et ses complices, la sentence est tombée. L'ancien président de la centrale électorale et ses compagnons en fuite ont écopé de la peine de mort pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison après avoir été jugés par contumace. C'est une peine capitale qui a été prononcée ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, se basant sur le réquisitoire du ministère public qui a accusé le prévenu d'entretenir de liens avec une puissance étrangère, le Rwanda et les terroristes du M23 pour entreprendre des actes de violence et pillage contre les populations civiles et aussi avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Dans son jugement, le président de la cour militaire a reconnu Corneille Nangaa coupable de tous les faits mis à sa charge et l'a condamné à la peine capitale. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majeure des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation au mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. La peine prononcée contre les accusés reconnus coupables de crimes contre l'humanité ne réjouissent pas toutes les parties. Les avocats de la défense ont promis de faire appel de ces verdicts. Et donc, mon impression par rapport au prononcé, c'est juste la déception. La déception, d'autant plus qu'il y a des cas pour lesquels la Cour devrait quand même réfléchir avant de prononcer la peine de mort.
Mais malheureusement, la Cour est allée en sourdine, quoi. Donc, voilà, c'est ça notre déception. Mais bon, de toute façon, puisque nous avons la possibilité de relever appel, nous irons demain, on va relever appel et puis bon, voilà, on va attendre la suite. Ce procès qui a débuté le 24 juillet 2024 a vu 25 personnes être poursuivies aux côtés de Corneille Nangaa, chef de file du groupe armé AFC allié de M23. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait en audience foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Les prévenus Eric Nkouba, cofondateur de l'AFC, Bishori Safari Luc, Kangia Nia Macho alias Microbe et Samafu Makinu Nikes et Nanga Baseane ont tous écopé de la peine de mort. Les autres, considérés comme en fuite, ont été jugés par défaut. Il en est de même pour Bertrand Bissimois, le président de la branche politique du M23, et Sultani Makenga, les commandants militaires de ces groupes terroristes, ont été aussi condamnés pour crimes de guerre. Ils ont été reconnus coupables d'enrôlement d'enfants mineurs et d'homicide volontaire. 17 autres prévenus, dont le major Willy Ngoma, porte-parole militaire de rebelles, ou encore l'ancien député Jean-Jacques Mamba, ont été condamnés pour le même motif. Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui était présent à ces procès, se réjouit de ces verdicts. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. Cette condamnation à mort intervient dans un contexte sécuritaire très tendu dans l'est de la RDC. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, et les autorités congolaises ont voulu donner un signal fort contre toute tentative de déstabilisation de la RDC. Les violences et pillages de ressources minières continuent dans l'est de la RDC à travers les différents groupes armés qui sèment terreur et plusieurs victimes parmi les populations civiles, dont la plupart sont les femmes et les enfants. Dans le chapitre de la culture, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été inspecté ce jeudi 8 août 2024 par la première ministre Judith Suminwa. C'est pour s'assurer de la fin de travaux de construction et des finissages des 7 édifices publics que la première ministre a effectué cette visite. Au terme de son inspection, la première ministre a annoncé que l'inauguration du centre culturel pourrait intervenir à la fin de ce 3e trimestre. Suivez son propos. C'est plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comme on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte.
En société, lancement les jeudis 8 août à Goma, au Nord Kivu, de travaux de construction de la voirie alentour de la Petite et de la Grande Barrière. C'est le gouverneur militaire intérimaire, le général-major Peter Chirimwami Kuba, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux exécutés par l'entreprise NET. Le coût de travaux est évalué à plus de 2 millions de dollars. Viningali Junior. Ces travaux consistent au pavage de routes autour de la Grande et la Petite Barrière à la frontière est avec le Rwanda. Devant l'autorité militaire du Nord Kivu, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, Timothée Soumaïli, a précisé que ces travaux faciliteront la fluidité dans la circulation routière et les mouvements de petits commerçants et de la population riveraine. Les travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister au lancement par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province couvre un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la Petite Barrière, où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres et 1870 mètres pour ceux donnant accès à la Grande Barrière, avec également une largeur moyenne de 6,5 mètres. Tout ceci vise à faciliter la fluidité du trafic dans les quartiers environnant les zones frontalières de la Grande et Petite Barrière dans la ville de Goma. Et aussi de faciliter le mouvement des petits commerçants transfrontaliers, plus particulièrement les personnes à mobilité réduite. En dehors de routes en pavé, de laves taillées, l'entreprise qui exécute ces travaux va également procéder à la construction des trottoirs et des canalisations des eaux de pluie. En ce qui concerne la consistance des travaux, il sera réalisé les travaux ci-dessous. Déblayage et reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée, pose de remblai en tout venant volcanique par endroit, pose de la couche de fondation en scorie volcanique, pose de bordure, pose de la couche de roulement en pavé de pierre taillée volcanique, aménagement des puisards, aménagement des filets d'eau pour drainer les eaux de ruissellement, construction de caniveaux sur certains endroits et enfin aménagement des trottoirs pour passage piéton. Moderniser la ville de Goma est l'un des piliers du chef de l'État, a souligné le gouverneur militaire AI du Nord Kivu. Ces travaux de modernisation de la voirie faciliteront l'accessibilité de la population riveraine aux postes frontaliers, petites et grandes barrières. L'essence, vous le voyez, nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous avez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de Kaembe et donc on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. La population riveraine doit s'approprier tout ce que nous sommes en train de faire comme travaux parce que nous devons matérialiser la vision du chef de l'État qui est la modernisation des villes et des territoires. Et malgré la guerre, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons faire le développement parce que nous savons que tout début a une fin, la guerre va se terminer et le développement va se poursuivre. Le gouverneur militaire rassure la population du Nord Kivu que le président de la République ne ménagera aucun effort pour la restauration de la paix dans cette partie du pays et la sécurité dans des zones sous occupation. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Nous sommes au Kenya où des affrontements ont éclaté à Nairobi entre manifestants et policiers jeudi. Les manifestants réclament la démission du président William Ruto. Les commerces de la capitale étaient fermés et des barrages routiers ont été installés par les forces de l'ordre. Malgré un nouveau cabinet incluant de membres de l'opposition, la tension reste vive. Suivez. Le président Ruto a condamné les manifestations et exhorté le Kenya à les éviter, suggérant de voter pour le changement lors du scrutin en 2017. Je proteste pour les personnes que nous avons perdues pendant la marche, qui demandaient des comptes au gouvernement. Je proteste pour les personnes qui ont raté tant d'opportunités à cause de systèmes défaillants. Je proteste
Des violentes manifestations avaient éclaté au Kenya 18 juin dernier suite à l'annonce d'un projet de loi financier controversé qui prévoyait une augmentation des impôts. Depuis, plus de 50 personnes sont mortes selon la Commission nationale de droits de l'homme du Kenya. Bien que le président ait renvoyé le projet de loi au Parlement, les appels à sa démission persistent. Le manifestant pointe du doigt une mauvaise gouvernance et de la corruption. Quittons le Kenya pour le Zimbabwe où l'augmentation de l'activité des animaux sauvages à proximité de populations fait craindre des attaques. Dans certaines régions du pays, les enfants qui parcourent de longues distances pour se rendre à l'école et en revenir sont le premier à être menacés. Les autorités et les parents espèrent qu'une initiative visant à leur apprendre à identifier les dangers pourrait atténuer les risques. Commentaires. C'est ce que propose la société privée Save Valley Conservancy et l'agence de parc du pays qui ont mis en place un programme sur la manière de reconnaître les signes de danger et de coexister avec les animaux sauvages a été mis en place dans les écoles des régions concernées. Aller à l'école est toujours une expérience effrayante parce que nous traversons des forêts et que nous voyons parfois des empreintes d'animaux. Nous avons appris des stratégies pour coexister avec les animaux sauvages, ce qu'il faut faire si l'on rencontre un animal, lire la direction du vent, utiliser le sable et bien d'autres choses. Nous avons toujours peur et nous ne nous sentons pas en sécurité quand nous allons à l'école. Les vastes étendues de la Save Valley, un havre pour la faune et la flore du Zimbabwe, abritent des troupeaux d'animaux sauvages dont des girafes ou encore des éléphants. Ces grands animaux sont en conflit avec l'homme. La région humide, densément boisée, subit des sécheresses perpétrées qui ont été favorisées par le phénomène El Niño. Le changement climatique a donc créé des pénuries alimentaires qui ont mis l'homme et les animaux en concurrence pour les ressources. Dans une communauté, la personne la plus touchée est l'enfant. C'est l'enfant qui va à l'école, c'est lui qui s'occupe de l'animal et qui va chercher de l'eau ou encore du bois. Donc tous les enfants sont en fait les personnes qui sont touchées. C'est pourquoi nous ciblons les écoles. Enfin, ce programme en particulier cible les écoles pour qu'elles sachent comment les animaux se comportent. Les autorités scolaires des zones rurales touchées sont obligées de retarder les débuts de cours et de les terminer plus tôt pour permettre aux enfants concernés de se rendre à pied à l'école et d'en revenir pendant la journée lorsque les animaux sauvages ne sont pas susceptibles de rôder autour de communautés. Un mot de sport dans ce journal pour clôturer. L'ancien président de Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est décédé jeudi à Paris à l'âge de 77 ans. Le Camerounais a passé 30 ans de sa vie au service du football continental dont il avait fini par être une figure emblématique. Suivez. Le natif de Gawa, ancien footballeur, est l'homme qui a dirigé la CAF entre 1988 et 2017, où il avait perdu des élections face au malgache Ama Ahmad. Issa Hayatou, ancien président de la CAF, a tiré sa révérence jeudi 8 août 2024 à Paris. Issa Hayatou aura fortement contribué à une transformation significative du football africain, avec à la clé une reconnaissance mondiale. Il a été à la base de l'expansion de la Coupe d'Afrique des Nations, l'inclusion d'un plus grand nombre d'équipes africaines à la Coupe du Monde de la FIFA et le renforcement des infrastructures de football à travers le continent. C'est la fin de ces journaux, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.